Il est 7h35. Bonjour Éric Zemmour. Oui, bienvenue. Vous êtes notre invité jusqu'à 9h, je le rappelle. Et vous allez tout d'abord participer à cette grande interview qui est celle d'Alba Ventura et de François Langlais qui vous interroge. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Alba. Alors, depuis que vous êtes candidat, vous expliquez que vous n'êtes plus le même. Vous dites que ce que vous avez écrit n'est plus d'actualité, comme si les écrits ne restaient pas. Vous dites même que ce que vous avez dit, vous ne l'avez pas dit. Bref, vous dites que le Zemmour d'avant n'est pas le Zemmour d'aujourd'hui. Alors, qui avons-nous en face de nous ? J'ai jamais dit tout ça. Mes écrits restent et je les assume. Ce que je dis... Pas toujours. Toujours. Mes écrits, je les assume toujours. Simplement, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une phrase, deux phrases, qu'on les coupe, qu'on les extrait de son contexte, de l'analyse qui est du livre. Et donc, on ne peut pas discuter. En plus, deuxièmement, quand je dis je ne suis plus le même, c'est pas que je n'assume pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, vous êtes un homme politique. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a un projet, il y a un diagnostic, il y a un projet. On va pas... Si vous voulez, vous me prenez des phrases dans mes livres d'il y a 15 ans qui n'ont aucun rapport avec ce que j'explique et que je propose aujourd'hui, c'est hors de propos. C'est tout ce que je dis. Voilà. Éric Zemmour, vous regrettez votre début de campagne, la brutalité du meeting, le doigt d'honneur. Vous n'avez pas poussé le curseur un peu loin ? Vous savez... Vous savez ce que dit Laurent oui. Wauquiez, Zemmour ne peut pas gagner car il confond fermeté et brutalité. Ça m'amuse de la part de Laurent Wauquiez à qui on a reproché la même chose, mais c'est pas grave, je connais la politique. Simplement, je vais vous dire, justement, je ne confonds pas fermeté et brutalité. Mais moi, vous savez, je suis passionné, j'ai la passion de ce que je fais, j'ai la passion de la France, et c'est vrai que j'ai voulu... Et je crois avoir réussi, contrairement à Laurent Wauquiez, entre autres, d'imposer dans la campagne présidentielle le thème de la survie de la France. Ce n'était pas gagné d'avance, car les médias, car la classe politique refusaient de discuter de ce thème-là. Donc il fallait, oui, une certaine brutalité pour imposer ce thème, que j'ai réussi à imposer, vous me l'accordez, puisque maintenant, tous les candidats, en tout cas à droite, parlent comme moi. J'ai une question sur votre meeting, puisque le chef présumé du groupuscule d'ultra-droite, les Zouaves Paris, soupçonné d'être impliqué dans les violences de votre meeting, a été arrêté. Est-ce qu'il faut le dissoudre, ce groupe ? Écoutez, je vous rappelle quand même que les violences dont vous parlez sont epsilonesques, marginales, et qu'elles ont été provoquées par des gens de SOS Racisme qui sont venus pour cela. Je veux dire, je trouve regrettable quand il y a près de 15 000 personnes qui viennent communier dans un même projet politique. Mais il vous gêne qu'on pas, ne ce parle, groupe ? Attendez, qu'on ne parle que de violence marginale, je le répète. Mais ça, vous l'avez dit plusieurs fois. Et non, on vous mais c'est entend, important parce que moi, ce que j'aimerais, on parle de deux choses. Un, qu'est-ce que faisaient ces militants d'SOS Racisme là-dedans? Est-ce que mes militants vont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon? Les Zouaves, ce sont vos militants? Non, j'en sais rien, je ne les connais pas ces gens, moi. Je ne les connais pas. Mais il y a des gens, excusez-moi, je ne maîtrise pas tous les gens qui viennent. Mais ils font du mal à votre campagne. Mais moi, je ne connais pas ces gens. Vous m'excuserez. Ils étaient là, ils n'étaient pas là, j'en sais rien, la justice tranchera. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas des violences qui me sont faites à moi, que de cette personne qui m'a agressé. Personne n'en parle. Tout le monde s'en moque. On voit un candidat à l'élection présidentielle agressé et vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que des gens de SOS Racisme qui font exprès. Donc arrêtez de vous faire le relais complaisant de ces gens de SOS Racisme qui ne font que de la provocation. Éric Zemmour, question d'actualité sociale. L'actualité sociale, c'est plusieurs syndicats de cheminots qui appellent à la grève ce week-end sur les lignes de train de l'axe sud-est, mais bien au-delà. Il y a d'innombrables régions qui sont concernées. Ils veulent des augmentations de salaire, des embauches. Vous êtes au pouvoir. Vous encadrez le droit de grève à la SNCF justement pour empêcher qu'on perturbe ainsi le départ en vacances des Français ? Non, le droit de grève est un principe constitutionnel. Quand on a essayé de l'encadrer, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, avec un espèce de principe de service minimum. Service minimum. Ça n'a pas très bien marché. Donc il faut s'accoutumer aux grèves sauvages qui perturbent le départ des vacances. La grève, vous n'allez pas reprocher aux gens de faire grève. Moi, je leur dis, je regrette qu'ils le fassent dans les pires conditions, au moment où les gens veulent partir en vacances. Mais il y a un problème de fond. Excusez-moi, je ne vais pas remettre en question le droit de grève. Ça, non. En revanche, on peut réfléchir à la situation à la SNCF.
Et d'ailleurs, des salaires des Français en général. C'est pour ça que moi, j'ai proposé, vous m'avez déjà entendu dire ça, qu'on puisse augmenter le salaire net des salaires les plus bas. Vous l'avez dit, je voudrais justement vous poser la question spécifiquement sur les salaires dans la fonction publique de ceux qui sont sur le terrain. On voit que l'hôpital a de plus en plus de mal à recruter, 20% des postes ne sont pas pourvus, c'est la même chose dans l'enseignement, au point que le niveau des concours chute, c'est la même chose dans la police. Est-ce que pour avoir des services publics de meilleure qualité, il ne faut pas augmenter de façon substantielle les salaires de ces fonctionnaires-là? Alors, je pense que c'est un problème global, pas seulement des fonctionnaires. Mais vous avez raison, les fonctionnaires dont vous avez parlé ont des salaires particulièrement bas. Mais je pense que c'est, en France, ça me frappe toujours, le salaire net, je dis bien net, ce qui reste dans la poche des gens, est beaucoup trop faible. Notre problème, mais vous le savez très bien, François Lenglet, c'est que le salaire brut est trop élevé. C'est-à-dire que le salaire net est trop bas pour le salarié et le salaire brut est trop haut pour le patron, qu'il soit l'administration, l'État ou le patron privé. Pour un salaire de 2 000 €, le patron, ça lui coûte 3 500 €. C'est colossal pour lui, et les 2 000 €, c'est pas assez pour le salarié. Donc c'est pour ça que j'ai proposé une baisse de la CSG sur les salaires inférieurs à 2 000 €, le salaire médian, qui ferait pour quelqu'un qui a un SMIC une augmentation de 1 350 € à l'année. Ce qui est beaucoup, c'est un 13e mois. Et j'explique même comment je le finance, puisque je l'ai aussi déjà dit, c'est-à-dire que je considère que notre problème, pourquoi on a ce différentiel énorme qui n'existait moins avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on est d'accord, et qui n'existe moins dans certains pays. Pourquoi ? Parce que notre système de protection sociale est devenu obèse. Et pourquoi il est devenu obèse, selon moi ? Parce que nous sommes trop ouverts aux 80, que nous gérons mal accessoirement les systèmes de la fraude, etc. Mais surtout parce que nous ouvrons notre système solaire au monde entier. Donc je propose... C'est aussi parce que c'est un système social qui fonctionne bien, avec des garanties étendues. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, les garanties sont bien meilleures qu'il y a 20 ans. Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 solutions. Il y a 3 solutions. Soit on s'en moque. C'est le problème de la gauche et on continue de financer avec la dette. Soit on dit il faut réduire la protection sociale de tous les Français. C'était ce qu'avait proposé François Fillon en 2017. Moi, je prends ni l'un ni l'autre. Je dis, je ne diminue pas, je ne touche pas à la protection sociale des Français. En revanche, j'estime que la solidarité nationale doit redevenir nationale. C'est ce qui existait, attendez, je finis. C'est ce qui existait avant les années 90. Donc, la solidarité nationale, c'est-à-dire le RSA, les allocations familiales, les allocations minimum vieillesse, les allocations logement doivent être limitées aux Français et ne plus être données aux étrangers. Et donc vous changez la Constitution ? Pas du tout. Non mais vous savez ce que dit, c'est indexé sur la Constitution, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Préambule de la Constitution du 27 octobre 46. Tout être humain en incapacité de travailler en raison de son âge, de sa condition, de la situation économique a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. D'abord, vous savez très bien, vous l'avez précisé vous-même, c'est le préambule de la Constitution. Il a été indexé à la Constitution dans ce qu'on appelle, dans ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité. Ce sont les juristes qui ont décidé cela. C'est le Conseil constitutionnel en 1971 qui a décidé cela. Sous le général de Gaulle, ça n'existait pas. Première chose. Donc vous l'enlevez ? Je ne l'enlève pas, je dis simplement que ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui gouvernera à ma place. Voilà. Donc si le Conseil constitutionnel veut annuler la mesure que je prendrai, d'abord j'ai 2 moyens. Un, mais on change programme. Attendez, Alba. Concrètement, mais parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Mais laissez-moi parler, je vais vous expliquer. D'abord, sur l'immigration, j'ai tout un plan. Si ça vous intéresse, je vous le donnerai volontiers. D'ailleurs, je vais vous le donner. Et je le présenterai par référendum aux Français, dès avant l'été. Et donc, toutes ces mesures sur l'immigration, dont la préférence nationale pour la solidarité nationale, ça sera dans le référendum, ma chère Alba. Et donc, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour juger d'un référendum. Il l'a jugé lui-même en 1962. Et deuxièmement, je ferai une réforme constitutionnelle qui fera que modifiera l'article 55 de la Constitution et qui fera que la loi postérieure sera supérieure à un traité. Une question, Éric Zemmour, sur la simplification administrative. Vous voulez créer un haut commissariat à la simplification administrative, c'est-à-dire
créer une nouvelle administration pour réformer l'administration. Pardon, mais ça sent un peu son ancien élève de Sciences Po. C'est comme demander à un poivreau de lutter contre l'alcoolisme. C'est drôle parce que j'ai fait la même plaisanterie que vous. Ah, bah donc ça me fait plaisir. Sauf que vous faites la proposition. Non, je fais la proposition, je vais vous dire. Parce que il fallait marquer le coup pour montrer l'importance que j'accordais à cela. Mais je me souviens, comme vous, probablement, du Haut Commissariat à la réforme de l'État, avec son bureau Louis XV. Mais oui, mon cher Langlais, je sais. On est toujours là, quoi. Je sais. Après, il faut bien montrer, si vous voulez, dans les structures administratives, la volonté politique. Quand Georges Pompidou invente le ministère de l'Environnement, c'est pour montrer que désormais, il y aura une sensibilité écologique et environnementale. Je reconnais que ça prête à plaisanterie, vous avez raison, je vous dis, j'ai fait la même plaisanterie que vous. Mais c'est un moyen, je crois, intéressant de montrer que désormais, nous essayerons d'élaguer ce magma, ce maquis administratif, normatif, que ça soit social ou environnemental. Éric Zemmour, dans votre programme, vous souhaitez supprimer les droits de mutation. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Ça représente jusqu'à... Plafonné pour un appartement, enfin pour un achat de 250 000 euros. Donc ça fait 15 000 euros. Ça représente jusqu'à 10% du prix d'un logement. 15 000 euros, c'est un super cadeau pour les acheteurs. Mais alors, comment vous compensez pour les collectivités ? Parce que l'AFNAIM a calculé, si on applique cette mesure cette année, c'est près de 2 milliards de pertes pour les départements et pour les communes. Il y aura, vous savez, quand Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, ensuite il y a eu une rencontre avec les collectivités locales pour compenser. L'État devra compenser. C'est pas la première fois qu'on fait ça. D'accord. Mais je pense que c'est intéressant, vous l'avez dit vous-même, pour les jeunes qui veulent accéder à la propriété, pour leur permettre d'accéder à la propriété au vu de l'augmentation phénoménale des prix du logement depuis 20 ans. Cette mesure, elle a été mise en œuvre au Royaume-Uni, exactement la même. Ça a fait monter les prix instantanément, quoi, parce que du coup, ce sont les vendeurs qui ont empoché le bénéfice. En fait, c'est comme mettre du white spirit sur le barbecue. Oui, mais dans ce cas-là, vous enlevez aussi les allocations logement, cher François Langlais. Parce que ça aussi, ça fait augmenter les prix. Question, le vrai sujet, mais vous n'en parlez pas, c'est l'augmentation de la construction de logements et la baisse de la fiscalité sur la construction. C'est augmenter l'offre pour faire baisser les prix. Parce que je ne suis pas sûr qu'il faille construire sans cesse. On a plutôt diminué dans les années récentes. Attendez. Alors que le nombre de ménages augmente. Je pense que nous avons un gros problème, vous savez très bien, d'artificialisation des sols. Nous avons un problème d'urbanisation excessive. Les gens aujourd'hui fuient les grandes villes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la solution miracle. En plus, je considère que l'augmentation de la population, ça vient surtout de l'immigration. Et donc moi, je veux arrêter l'immigration. La décohabitation, c'est d'autre chose. Bien sûr, vous avez raison. C'est un autre sujet. Vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est l'autre sujet. On n'y peut rien et les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais en revanche, je pense que l'augmentation de la population, c'est d'abord l'immigration. Or, moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro. C'est-à-dire que je veux réduire l'immigration légale. Je dis bien légale parce que je pense que c'est ce qui me différencie de mes concurrents, en particulier de Madame Pécresse. Moi, je veux m'en prendre à l'immigration légale. Arrêter le droit au regroupement familial. Arrêter le droit d'asile, le réduire à quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Je veux réduire aussi drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 275 000 entrées légales, sans compter le droit d'asile. C'est pas ceux-là qui achètent des logements. Hein. Mais je suis désolé, il pèse. Oui, mais en revanche, c'est ceux-là qu'on trouve dans les hôtels et les restaurants. Non, c'est ceux-là que nous payons nous. Que nous payons nous dans les hôtels que nous payons nous parce qu'ils sont logés. Qui payent aussi des impôts, mais bien sûr, ou qui contribuent avec leur salaire. Non, ils touchent surtout des aides sociales. Et vous savez Madame Ventura, combien est le taux d'emploi des étrangers non européens ? Il est à 45%. C'est-à-dire que nous avons 55% d'étrangers non européens qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs ou inactifs, qui sont donc aux frais du peuple français. Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux. Je propose aussi, d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, que les gens chômeurs, les étrangers chômeurs, au bout de 6 mois, soient renvoyés chez eux, comme ça se passe aux États-Unis ou en Suisse. Question à l'international. Tiens, si vous êtes président, quel sera votre premier déplacement ? Parce que la tradition, c'est l'Allemagne, hein, vous savez. C'est l'Allemagne, oui, justement. Je pense que nous poursuivons, et Emmanuel Macron en est le parangon, nous poursuivons depuis longtemps une chimère qui est le couple franco-allemand.
C'est depuis la guerre que... Non, c'est pas depuis la guerre, si François Langlais. Non, Si, excusez-moi, non. Non, Avec non, une continuité vous allez qui me dire le général de Gaulle et Adenauer. Oui, je sais vous ce que oubliez. je vais vous dire. Mais je sais bien, mais d'abord, c'est pas depuis la guerre, puisque 58, la guerre, elle s'est arrêtée en 45. Non, mais c'est que même lui, dont vous revendiquez, il a fait ça. Il a fait ça, mais vous savez la suite. Si on est à 2 minutes, non. À la suite, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en 1963, après le traité d'amitié franco-allemand signé par le général de Gaulle et Adenauer, le fameux traité de l'Élysée dont on parle tout le temps, on ne parle jamais de la suite. C'est-à-dire qu'ensuite, le Parlement allemand a voté pour le ratifier ce traité. Non, attendez. Pour ratifier ce traité, parce que c'est très important, Alba Ventura, un préambule disant que l'alliance atlantique était bien plus importante que l'alliance avec la France. Et le général de Gaulle a piqué une colère noire, on le voit dans C'était de Gaulle de Perfit, et ensuite il a changé sa stratégie. Donc c'est pas la même chose. Dites-nous. Premier Donc j'irai déplacement. où, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je peux aller, vous savez, je peux aller en Russie, je peux aller en Hongrie, je peux aller aux États-Unis, je peux aller en Italie, je peux aller dans beaucoup de pays. Valérie Pécresse a saisi le CSA pour protester contre l'émission du président de la République sur TF1 et LCI ce soir. Le CSA doit-il décompter le temps de parole du président ? Ça me paraît assez évident. Si le CSA voulait être objectif, il décompterait les 2 heures de ce soir qui sont des heures de propagande électorale. Merci Éric Zemmour.